Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais te parler un petit peu des Vespid 2 et des choses qu'elles vont avoir de très importantes, mais quand même d'un petit défaut qu'on retrouve de plus en plus. Toutes les optiques ont l'air d'aller dans ce sens, même les optiques PL, alors ça se posait des questions à savoir pourquoi ne pas prendre la LPL plutôt que la monture PL, on va voir ça juste après, mais ces optiques ont fait un grand bond en avant et du coup on pourrait se poser la question de la cohérence des optiques d'Iseo film en ensemble, parce que il y a vraiment quelque chose de très très intéressant qui est amené à devenir, ou qui est déjà un standard, mais qui demande un petit peu d'évolution et qui jusque là était vraiment très très cher, et c'est le protocole Cook Eye. Maintenant on a plein d'accessoires qui nous permettent de plus en plus de lire directement dans nos caméras, donc c'est des métadonnées qu'on peut avoir avec des optiques cinéma manuelles via ce protocole qui soit va sortir de la monture PL ou de quoi que ce soit qui pourra le faire et aller directement au connecteur de la caméra et mettre les métadonnées dans les fichiers. Ça sert notamment quand on veut avoir des données en post-prod pour pouvoir faire de la CGI ou des choses dans le genre, ou même lorsqu'on a des dômes où on veut afficher en temps réel des images, de pouvoir afficher la bonne profondeur de champ ou les images d'une bonne façon pour que il n'y ait pas un effet problématique pour les optiques qu'on va utiliser, et donc c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Et les Vespid, elles rentrent là-dedans vraiment parce que elles vont avoir nativement cette chose-là, mais là où c'est vraiment différent, par exemple on avait ça sur les CP3, on avait les versions XD, mais qui coûtent beaucoup plus cher qu'une optique normale. Ici elles sont par défaut sur les Vespid 2 via deux façons. Donc la première, comme je te l'ai indiqué, via la monture, ce qu'on peut voir directement là, je vais le mettre en petit sur le côté, mais aussi via un connecteur LEMO qui pourra directement aller ailleurs sur ce qu'il va en avoir besoin, et pas forcément par la caméra. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très cool, surtout que ça sort au prix des Vespid quand elles sont sorties. Et en plus, l'intérêt de ces Vespid 2, c'est que si tu n'as jamais pu trop t'acheter un set de Vespid, et maintenant elles valent beaucoup moins cher, hein. Il y a plusieurs types de sets, et je crois que le plus cher est à 7000 €, 6000, bon ça reste encore un prix, mais bon ça fait que chaque optique sont entre 900 et 800 € suivant des promos qui peuvent plus ou moins avoir lieu souvent, dû au fait justement qu'on a ces Vespid Prime 2. Donc du coup on va voir ça sur le site. Donc, on voit qu'on a le connecteur LEMO et à la fois comment dire ça, du coup via la monture. Hop, what is the Vespid 2, donc je ne vais pas regarder la vidéo. Optical Intervention, parce qu'il y a quelque chose qui a changé, et c'est ça que je trouve légèrement dommage, hein. Plus j'y pense et plus je me dis que on peut passer au-dessus, surtout qu'elles ont été vraiment bien designées ces optiques, parce qu'ils ont pensé aux problèmes qu'ils ont introduits avec. Donc voilà, ça peut être intéressant. Il y aura toujours des petits problèmes dont je parlerai bien évidemment. Donc elles ont toutes une ouverture de 1.9, ce qui est vraiment très très bien, et ça commence pour l'instant avec un 18 mm. Bien évidemment pour l'instant il n'y a pas la couverture des Vespid standard, mais on aura de plus en plus de focales, en espérant qu'il y ait moins de disparité entre les ouvertures. Et du coup ce que ça fait, c'est qu'on a un look qui ressemble vachement à ce que pourraient avoir les Harless, qui elles n'ont pas le protocole Cook. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Moi j'adore les Harless, je me dis c'est gros, alors que celles-ci sont vraiment très très petites avec le protocole Cook, ce qui les rend utilisables dans une plus grande variété de situations, même si l'ouverture est plus petite. Mais on reste à T1.9. Hop, du coup, Vespida, donc elles ont beaucoup plus de résolution, enfin beaucoup plus, elles sont, comment dire, ça plus homogène que les premières Vespid, avec ce look ressemblant au Harless, donc c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Il y en a qui n'aimeront pas ça, mais bien évidemment on peut toujours un petit peu baisser le piqué, mais c'est vrai qu'elles ont un look assez spécial, ce look assez moderne en fait, d'avoir du piqué, mais d'avoir moins de micro-contraste que par exemple les Nisi, ou même que certaines optiques Zeiss notamment que j'utilise. Hop, donc voilà, elles sont toutes petites, et là on commence à voir le petit défaut qu'il y a dessus, c'est que moi j'appelle ça des pas vraiment optiques monture PL. On a vraiment la monture PL, donc ça ne, comment dire, ne gênera aucune
aucun adaptateur PL, aucune caméra, puisque bien évidemment, il y a toujours le point focal qui sera au même endroit, sauf que, à une certaine époque, on utilisait la monture EF en même temps. Là, c'est intéressant quand même, si vous avez des adaptateurs EF, mais que pour les hybrides. Alors après, il y a très peu de gens qui utilisent encore des réflexes, mais ce sont en gros des optiques hybrides qui sont mis dans dans une monture PL. Et donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi pas directement les mettre dans de la LPL. Donc ça se trouve, c'est parce qu'on est tous à avoir moins compris que des adaptateurs PL, mais ça prête un peu à confusion. Et le problème que ça pose, c'est que vous ne pourrez pas avoir de filtration par l'arrière. Alors là, vous allez dire, oh, on s'en fiche, surtout qu'on verra un peu dans les caractéristiques après que c'est pas forcément un problème, mais c'est surtout si vous voulez les adapter sur, ce qui vous permettra de pouvoir changer la focale. Vous ne pourrez pas les mettre sur des expandeurs ou sur je ne trouve plus le mot, ce qui vous permettra de pouvoir les mettre sur Super 35 beaucoup plus facilement. Non, là ce sera pas possible. On pourra pas non plus les mettre sur des tuners, sur des choses qui changeront le look. Donc si vous aimez bien ça, eh ben les Vespid n'utiliseront pas ça. Surtout que du coup, ils n'utilisent plus les filtres propriétaires par l'arrière de chez Deseo. Les coupes ne sont pas disponibles là-dessus. Donc si vous en avez, que vous utilisez sur vos premiers Vespid, sur vos Harless, ce ne sera pas disponible là-dessus. Donc voilà, il faut se faire à l'idée qu'on a des grosses qualités, mais ça clash avec le reste de ce que fait Deseo. Et du coup, on va aller dans les caractéristiques. Donc, elles sont beaucoup plus petites. C'est pour ça d'ailleurs que le back focus a été reculé. Et on a encore une fois, c'est pas très différent, mais apparemment, il y a certaines optiques qui sont plus proches en close focus que les Vespid. D'ailleurs, on va comparer ça. Hop, dupliquer. Tac, tac, tac. Lenses Prime. Donc, Vespid, hop. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux pas que je fasse ça? Je reviens. Chut. Nanana. Deseo. Voilà, on va recommencer. Prime. Vespid. Voilà, merci. Vespid Prime. Parce qu'il y en a plein, et c'est ça aussi l'intérêt des autres Vespid, c'est qu'il y a plein de catégories différentes, donc si vous voulez un petit peu des looks spécifiques, il y a des choses qui seront ici. Donc, alors, bien évidemment, c'est pas structuré de la même façon, donc est-ce qu'on voit les caractéristiques ici? Voilà. Donc, ici, on a du close focus 0,2, 0,25, 0,28, 0,3, pour le 12, 16, 40, et après, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas tout d'indiqué. Alors, comment on va voir sur le côté, parce qu'il semble qu'on puisse les voir, mais ils sont là-bas. On va aller voir les autres. Et on n'a pas vraiment mieux au final ici. Oui, au final, c'est pratiquement pareil, 25, 0,3. Donc voilà, on a conservé à peu près les mêmes distances de mise au point, parce qu'il y en a certains qui disent ouais, on peut aller très très près. On pouvait déjà aller près sur les autres, sauf qu'ici on est beaucoup plus petit. D'ailleurs, un petit problème qui est à noter, c'est que si vous voulez utiliser un follow focus pour l'ouverture et pour la mise au point, et bien ça posera des problèmes. Donc il faudra faire en sorte d'avoir deux tiges de 15 à la suite pour pouvoir faire ça, et qui sont suffisamment éloignées pour que, les follow focus ne touchent pas les tiges de 15. Moi ça me pose pas trop de problèmes dans le sens où j'utilise souvent la tige du dessus sur ma C80 et aussi sur mon S1.2 et sur mon R5.2, puisque je me suis fait mes caches comme ça, mais ça demandera aussi les tiges de 15 que vous pouvez mettre en dessous. Donc oui, de toute façon, lorsque vous utilisez à la fois l'ouverture et la mise au point, généralement vous êtes sur des setups qui sont un petit peu plus gros. Mais voilà, faut savoir que vous ne pourrez pas aligner deux moteurs follow focus l'un derrière l'autre, parce que les optiques sont vraiment très très petites. Et pourquoi je dis mettre des tiges de 15 à la suite, c'est pour avoir les moteurs dans le même sens, pour pas avoir à les régler de façon différente. Donc vous voyez les formules optiques qui sont relativement modernes, mais c'est aussi pour qu'elles matchent entre elles. Hein. Ça semble un petit peu normal. Et du coup, ce qu'on va avoir d'intéressant, c'est que, contrairement à d'autres optiques cinéma, bon,
ça change de plus en plus avec le temps, mais par exemple les CP2 n'ont pas de filtre vissant, donc c'est problématique, surtout sur des optiques qui font du 114 mm. Mais là on a du M77, donc voilà, c'est un petit peu ennuyeux, mais si vous prenez des filtres polarisants, oui, enfin des filtres ND variables ou ND fixes qui vont être magnétisés, ce sera plus simple, mais vous avez juste cette option là, du coup, ou des matbox pour pouvoir faire ça. Je parle du M77 surtout parce que c'est vraiment des optiques qui sont petites et faites pour passer partout. Et ben souvent, c'est mieux si vous voulez avoir par exemple un hybride dessus, de pas forcément avoir une grosse matbox devant. Mais après, en passant, ça peut alléger aussi le poids de vos rigs et rendre la mise au point plus facile si vous la faites à la main sur une caméra un petit peu plus dense, on va dire ça comme ça. Surtout qu'on ne dépasse pas le kilo sur toutes, comme vous pouvez le voir ici. On est sur du 80 mm du coup, si vous voulez une matbox dessus, ce qui reste du standard, et c'est vraiment plutôt pas mal. Et en plus, comme sur les premières optiques, enfin la première génération, on reste sur du VistaVision, donc ça couvrira tout ce qui sera capteur GFX, notamment l'Eterna 55 dont je t'ai parlé ici. Mais voilà, c'est des optiques qui vont être quand même vraiment plutôt intéressantes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je voulais insister sur cette chose qui fait que on ne pourra pas comment dire ça, facilement couvrir plus large sur un Super 35 avec ces optiques là, et on pourra pas les utiliser de façon à avoir de différents looks via des adaptateurs avec éléments optiques. Donc c'est ça qui sera un petit peu dommage. Alors je dis pas que c'est forcément un problème, mais c'est quelque chose qui tend à devenir populaire, puisque les Nise Athena vont avoir la même chose, et la plupart des blazers aujourd'hui vont avoir ça. Certaines Remus, notamment le B7, va avoir des optiques avec un back focus qui sera plus élevé que la moyenne des optiques PL, et aussi on aura toutes les... J'arrive jamais à me souvenir donc des blazars, mais les 1.33 donc, et les Kato aussi vont avoir ça. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention. Si toi tu es habitué vraiment aux optiques PL, genre les CNE, les Zeiss, que ce soit CP3, CP2, même les Arless ou des choses dans le genre, même les Aureus vont avoir un back focus ou pas de back focus, tout simplement. Enfin, un back focus, ça définit à la fois la dernière optique et à la fois la façon de faire la mise au point par l'arrière. Donc les optiques qui ne dépasseront pas de la monture PL. Donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que sur mon adaptateur Mickey, et dont j'ai pas parlé dans la vidéo, on va avoir ces petits marqueurs qui vous permettent de ne pas essayer d'enfoncer votre optique n'importe comment. Voilà, on a un clearance checker, donc en fait voilà, on peut juste regarder ça et réussir. Il détecte toujours mon visage là-dessus, voilà. D'ailleurs lui il pas vraiment, il détecte toujours mon visage chaque fois, malgré qu'il ne le voit pas. Donc voilà, si vous voulez des adaptateurs, moi ça m'embêtait surtout parce que souvent, comme j'utilise deux caméras, j'ai besoin de deux adaptateurs PL. Et donc devoir me dire si j'achète ce set d'optique, puisqu'elles sont vraiment très intéressantes, devoir se dire oui, mais comme j'ai un adaptateur à filtration, parce qu'on ne peut pas enlever la filtration, il faut mettre un filtre neutre à la place de son ND variable ou de son ND fixe, et ben se dire ah mais non, il faut que je mette l'adaptateur dans mon adaptateur PL qui convient parce que je peux pas faire autrement. Donc voilà, elles ont des compromis, mais en fait au niveau de ce prix là, et surtout le fait d'avoir le protocole Cook Eye, et ben ce seront des optiques qui vont devenir très populaires, qui vont se revendre mieux, qui vont pouvoir se louer beaucoup plus facilement. Pour moi elles vont remplacer dans beaucoup de cas les des EOV Speed. Après elles ont un look un petit peu différent, encore plus moderne et piqué, mais encore une fois avec moins de micro contraste, donc avec un petit peu de blooming, des hautes lumières qui vont
vont plus facilement venir dans l'image un petit peu décontraster celle-ci. Mais vraiment, si c'est dans un endroit fermé avec des hazers ou des trucs dans le genre, ça marche quand même très très bien avec, voilà, c'est juste le rendu qui sera un petit peu spécifique, enfin spécial dans le sens où c'est moderne, pas moderne, mais voilà. Donc si je te fais un test dessus, bah, je te ferai un test dessus, on verra ça. Ce que j'ai pas vu par contre, c'était si le focus ramping sur ces optiques est intéressant, parce que c'est moi ce que j'adore sur les CP2, c'est que elles ne perdent pas d'ouverture, parce que si tu ne le sais pas, le focus ramping c'est de la perte d'ouverture lorsque tu arrives à la mise au point minimale, parce que l'optique a une ouverture calculée, même en t-stop, même en transmission, calculée à plus l'infini, voilà. Donc du coup, je vais te laisser là-dessus, en espérant que tu as trouvé la vidéo intéressante, et éventuellement, n'hésite pas à commenter, à liker aussi, parce que ça te coûte rien, et ça me permet d'être mieux référencé au final. Donc je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.